Donc, j'avais prévu de vous présenter la Fabrique du futur, mais comme, comme tout le monde qui est autour de l'écran la connaît, donc là, je vais passer directement la parole à Vincent en faisant juste un petit mot d'introduction. Donc, moi, j'ai connu, entre guillemets, Vincent suite à une interview que j'ai lue d'un reporter que j'ai trouvé excessivement intéressante sur la high tech. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai contacté Vincent pour participer à cette Agora du futur. Donc Vincent, euh, vous compléterez hein, ce que je suis en train de dire parce que j'ai quelques éléments de CV. Vous êtes philosophe des sciences et des techniques et vous dirigez un labo de recherche aussi. Et votre dernier livre s'appelle Au nom de l'innovation, paru, je crois, aux Belles Lettres. C'est Est-ce ça. que c'est exact? Voilà. Oui. Alors, je vous remercie pour l'invitation, et tout particulièrement Eric. Euh, je suis donc directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et je co-dirige aussi un Master 2 qui s'appelle Management de la technologie et l'innovation, qui est un master qui est commun à l'INSTN, qui est la petite université du CEA pour les métiers du nucléaire, à Paris-Dauphine et à l'école des mines Paris Tech. Et voilà. Et ça, j'ai d'autres activités dont on parlera un peu à la fin, qui relèvent de, on va dire, de la gestion des connaissances et de ce qu'en français on appelle le design science-fiction, voilà, qui est une méthode de créativité assez originale dont on parlera un peu. Et, ce que j'ai prévu de faire, et vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez, c'est d'abord de vous parler brièvement du livre que je viens de publier, qui s'appelle Au nom de l'innovation, finalité et modalités de la recherche au XXIe siècle, puis d'évoquer le concept qui a retenu l'attention d'Eric et qui est celui que je développe depuis 2 ans, voilà, qui est celui de Right Tech. Et enfin, de terminer brièvement en parlant justement des travaux pratiques, de ce que j'essaye de faire, de proposer comme service auprès des entreprises et des institutions, et qui est le prolongement, on va dire, pratique de ces recherches théoriques. Donc, voilà je ne sais pas si j'arriverai. Voilà, le livre ressemble à ça. C'est publié dans la collection Landor aux Belles Lettres, qui est une collection d'histoire des idées. Et il y a 4 parties, et je vais juste pitcher très brièvement les 3 premières parties. Euh, Ça part d'une interrogation qui était pas forcément spontanée et naturelle chez un philosophe des techniques, parce que en philosophie des techniques, la notion centrale, c'est l'invention, c'est pas l'innovation. Voilà. Maintenant, c'était il y a 11 ans, il y avait une notion qui était en cours d'élaboration et qui rentrait dans la littérature grise, qui était innovation responsable. Et donc, en fait, il y avait une saisie de la part de la hiérarchie du CEA pour que notre labo, mon labo est dirigé par Étienne Klein, travaille sur ce sujet. Et donc, j'ai commencé à fouiller l'histoire de la notion d'innovation. Et ça a été tellement intéressant qu'en fait, j'en ai fait une ligne de recherche en soi, et que en réalité, j'ai agrégé les différentes choses que je sais faire autour de ça, et j'ai même développé de nouvelles compétences en travaillant là-dessus. Et le livre est la capitalisation, en quelque sorte, de ces 10 années de recherche. Et ça commence par une sorte d'interrogation, d'énigme, qui est que la notion d'innovation est omniprésente. Et je parle depuis mon point de vue, je veux dire, point de vue de quelqu'un qui est dans la recherche.
Et elle a cessé de croître en nombre d'occurrences depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a, elle a éclipsé la notion de progrès en langue anglaise vers les années 70 et en français vers les années 80. Et elle est devenue officiellement l'horizon de toutes les politiques de recherche au début du XXIe siècle. Le dernier plan décennal qui s'est achevé, donc celui qui est né de 2010 à 2020, qui avait pris la suite de la stratégie de Lisbonne, assez célèbre sur l'économie de la connaissance. Voilà, c'était une société de l'innovation. C'était ça que l'Europe se fixait comme objectif. Et quand on prend le texte de référence, qu'on appelle couramment Horizon 2020, c'est un texte d'une cinquantaine de pages et le mot innovation y apparaît plus de 300 fois. Donc c'est vraiment pour les mal comprenants, hein, voilà, innovation 6 fois par page en moyenne. Paf, 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 paf. Et donc l'idée générale, elle est assez simple, c'est quoi que vous fassiez, vous ne pouvez le faire que si ça passe par le prisme de l'innovation. D'accord? Et l'innovation est présentée dès la première page comme la panacée. C'est ce qui permet de résoudre non seulement ce à quoi on s'attendrait assez spontanément, les questions d'employabilité, de compétitivité, de niveau de vie, des indices dire, économiques, à traduction sociale immédiate, c'est ça qu'on voit. Mais non, c'est aussi la notion qui doit résoudre les problèmes de vieillissement de la population, les problèmes de ressources, les problèmes de santé, à peu près tout, hein, tout est listé. Et l'innovation est placée comme étant non seulement la notion incontournable, mais la notion pivot, on va dire, de toutes les stratégies de recherche de l'Union européenne. Et ça s'est décliné hein, dans la littérature à valeur normative. Je sais bien qu'il y a certaines personnes qui sont choquées quand je dis ça dans les organismes de recherche, et tout simplement qui ne connaissent pas les transformations de leur statut qui ont eu lieu entre 2010 et 2020. Mais en fait, c'est aussi un impératif qui a été inscrit dans la littérature normative. On le voit dans les appels à projets. Hein, en règle générale, vous avez toujours au moins à renseigner quels sont les aspects innovants et quelles sont les innovations possibles, qu'est-ce qui va découler. Enfin, la terminologie est présente maintenant dans la gestion de la recherche. Et le point qui est énigmatique, c'est qu'il n'y a pas de définition dans ce texte d'une cinquantaine de pages où le terme apparaît 300 fois. Disons, c'est pris pour acquis. Et donc, c'était là-dessus que j'ai un peu bâti la motivation de mon enquête. C'était comment un terme qui est aussi peu défini on peut lui prêter autant de pouvoir. Et l'idée générale du livre, c'est que c'est justement un nom. On fait des choses au nom de l'innovation et que l'enquête doit nous permettre de comprendre justement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'innovation permet de mobiliser, quel type d'acteurs et pourquoi faire. Voilà. Alors, la première partie, c'est quelque chose de relativement classique pour un philosophe, c'est de prendre du recul, de revenir en arrière. Je m'inspire beaucoup de la méthodologie de deux philosophes, de Gaston Bachelard et de Gilbert Simondon. Et Gaston Bachelard, pour ceux qui connaissent, dans son épistémologie, procède des fois à ce qu'il appelle établir le profil épistémologique d'une notion, c'est-à-dire en fait regarder quels sont les différents sens qu'elle a pris, quelle est l'importance, sa fluctuation au cours du développement historique d'une discipline. Et là, je fais un peu la même chose sans présupposer d'ailleurs que l'innovation soit un concept bien défini, ni qu'on soit dans de la science, mais je reviens en arrière, mais je retrace pas tout, mais je prends certains éléments. Alors, il y a un chercheur québécois vis-à-vis duquel je reconnais volontiers ma dette, qui est Benoît Godin, qui lui a fait un travail très extensif de documentation, parfois un peu brouillon, j'ai aussi des critiques, mais peu importe, si vous cherchez une histoire vraiment plus dense, vous la trouverez chez lui. Moi, je me contente de voir un peu d'où c'est parti, c'est-à-dire du latin, où au départ, le mot voulait dire innovare, le verbe innovare voulait dire plutôt rénover, hein, plutôt remettre à neuf, mais a évolué pour dire introduire quelque chose de neuf ou de nouveau, c'est-à-dire la même chose mais en neuf ou quelque chose de différent, voilà, à la place dans quelque chose d'ancien ou à la place de quelque chose d'ancien. C'est ça que voulait dire innover. Et, comme l'avait remarqué Godin, le terme a eu pendant une longue période de son histoire, et notamment dans les usages du latin médiéval,
une connotation péjorative parce que très proche de l'hérésie dans le langage théologique. Et donc, on se méfie des gens qui font des choses nouvelles dans le langage théologique, et même les gens qui, de notre point de vue, font des innovations, en fait, se réclament d'un retour à l'origine, et donc plutôt de l'ancien sens. Et d'ailleurs, il y a un mot in novo qui veut dire ça dans le langage théologique. Et puis, c'est passé dans, on va dire, les langues profanes et les langues romanes, vers le XIIIe siècle dans la langue juridique. Faire une innovation, c'est un mot technique, ça veut dire rajouter une clause dans un contrat préexistant, et c'est tout à fait neutre hein, comme emploi. Et de là, ensuite, c'est mobilisé d'abord en philosophie politique, avec des auteurs comme Machiavel ou Francis Bacon, et je fais une enquête là-dessus, où je regarde aussi comment ce qu'en pense Montaigne, ce qu'en pense Descartes, voilà, à l'âge classique. Et je vois que il y a des sens très différents. Des fois, ce sont des tentatives de faire évoluer les choses très graduellement. Au contraire, chez Machiavel, ce sont des ruptures, des transformations des institutions de l'État, brusques et violentes. Et, euh, et en tout cas, il y a un point qui est commun à toutes ces réflexions, c'est que c'est conditionné. La valeur de l'innovation est conditionnelle. Il y a des fois on change pour le meilleur, et des fois on change pour le pire. Donc, et il y a des fois où il faut innover, et des fois où il ne faut pas innover. Ça dépend des circonstances temporelles, hein, historiques. Et donc ça fait ressortir un aspect un peu étrange de notre conception à nous de l'innovation, c'est que l'innovation est toujours bonne. Hein, il faut innover, et l'innovation est présentée comme désirable en elle-même, voire indispensable. Alors, il y a des éléments de cette première époque de théorisation de l'innovation qui sont conservés, notamment ceux de Bacon, qui placent l'innovation dans un contexte pessimiste de dégradation. Le temps est corrupteur, et où l'innovation doit venir contrer. Et si on se rapporte à la littérature actuelle, notamment la Commission européenne, mais pas que, ce contexte pessimiste face aux dangers climatiques, face à d'autres évolutions, est souvent mobilisé pour justifier le fait que rien faire ne serait pas possible, donc il faut innover. Voilà. Et c'est une rhétorique qui vient de la Renaissance. Ensuite, c'est pas du tout ça que les gens ont en tête, et je saute assez brusquement à deux périodes de première théorisation de l'innovation qui sont à la fin 19e, début 20e, en sociologie avec Gabriel Tarde et en économie avec Schumpeter. Et donc là, on trouve, en fait, Tarde est rarement connu, mais un de ses épigones américains, qui est Rogers, Everett Rogers, lui a écrit le best-of de la sociologie de l'innovation, hein, Diffusion of Innovations, sans cesse réédité, parce que c'est chez lui qu'on trouve la définition de l'innovateur comme étant le consommateur d'avant-garde, en quelque sorte. Et puis aussi une analyse du biais positif de l'innovation. Donc plein de choses qui ont servi à réhabiliter auprès des élites économiques la notion d'innovation. Et en fait, donc la sociologie a eu un rôle d'incubateur de l'idéologie actuelle de l'innovation. Mais la référence, disons, la plus légitime, s'il y a référence théorique à un moment donné dans un texte, on va dire que c'est Schumpeter. Or, là, les références sont souvent vagues et même très creuses, parce qu'en réalité, quand on regarde la théorie libérale de Schumpeter, eh ben, ça colle pas très bien. Je rentre pas dans les détails, mais l'innovation chez Schumpeter comme destruction créatrice, c'est une notion qui serait relativement intempestive de nos jours, parce que dans ses objectifs, il y a des choses qui sont de transformer en permanence les structures du capitalisme, et notamment de produire des faillites, qui sont pas très, on va dire, populaires, y compris parmi les gens qui se disent néolibéraux de nos jours. Et donc, et puis deuxièmement, c'est aussi une théorie très pessimiste, et puis qui est extrêmement critique vis-à-vis de la bureaucratisation, et qui va pas du tout avec les mesures de gestion de l'innovation qui sont mises en place dans toutes les zones, principales zones économiques intégrées. Donc en réalité, on peut faire référence à Schumpeter pour donner un peu de vernis scientifique à l'invocation du nom d'innovation, mais on ne peut pas faire référence vraiment à sa théorie, parce que sa théorie est pas du tout en accord avec ce qui est fait de nos jours d'un point de vue pratique. Et pour finir, je regarde ce qu'on a appelé le modèle linéaire de l'innovation, qui est aussi la théorie à boucle, et j'essaye de montrer que, en gros, ces idées sont rentrées en crise au moment même où l'innovation devenait le maître mot, on va dire, de toutes les politiques de recherche
et de choses, eh bien, en fait, on était en crise théorique et même de modèles, parce que on a bien un certain nombre de modèles, notamment bon, les deux théories linéaires et leur tentative de conciliation, mais on n'a pas d'indice économique, économétrique qui puisse servir de mesure. Et puis on a la théorie à boucle, mais la théorie à boucle, elle peut pas servir de modèle au sens de modèle politique qui nous prescrit ce qu'on doit faire. Elle sert de modèle heuristique pour essayer de comprendre les processus d'innovation dans une entreprise. C'est très bien, mais on serait bien en mal de justifier ou de fonder une stratégie sur ce modèle. Donc il y a ce paradoxe qui est maintenu jusqu'au bout, pour finir par dire que bon, bah, l'équivocité du mot innovation, les gens qui en parlent de l'innovation, la plupart du temps, savent de quoi ils parlent, mais ils ne parlent pas tous de la même chose. C'est plutôt ça la question. Et qu'ils entendent, suivant leurs rôles sociaux, hein, leur place dans la société, ils entendent des choses différentes et que peut-être précisément l'équivocité sert à dissimuler une partie des contradictions ou du moins des tensions qu'il y a entre les acteurs, mais que si on regarde pour ce qui me préoccupe moi, c'est-à-dire pour ce qui me préoccupe les évolutions de la recherche, on va dire sur les 30-40 dernières années, c'est une transformation managériale qui a eu lieu, avec grosso modo, même si on peut raffiner, l'introduction du management par objectif. Voilà, comme mode de gestion dans la recherche, avec des finalités qui sont affichées, qui sont accélérer l'évolution technique, toujours mieux finaliser les fonctions que permettent de remplir cette évolution technique, donc voilà, finaliser. Et troisièmement, optimiser, améliorer la valorisation. Hein, donc que le rendement sur investissement de l'argent consenti à la recherche soit largement amélioré. Et ma deuxième partie regarde ça, du coup, bascule vers un truc qui n'est pas très attendu de la part d'un philosophe, mais ça bascule vers les sciences de la gestion, en regardant sciences de la gestion croisée avec un appareillage théorique, cette fois-ci un peu plus robuste et qui a un peu rebuté Eric, il faut bien dire, qui est la philosophie des techniques issue de Simondon. Et j'avais déjà commencé avant, mais j'ai continué, c'est-à-dire l'opérationnalisation de cette philosophie, enfin, la rendre opérationnelle pour l'appliquer aux lignées qui sont développées dans la recherche scientifique, et notamment au CEA, et faire de l'analyse des lignées techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la définition de ce que c'est qu'une lignée technique et tout ça. Je vais juste, je vous donne une définition opératoire à gros traits. C'est les générations successives on va dire, d'objets techniques, de machines, qui ont le même principe de fonctionnement à servir au même type de fonction. Voilà. Bon, donc un moteur à explosion. Voilà, parce qu'un moteur, ça peut être plein de choses, ça peut être électrique, ça peut être à ressort et tout ça, mais c'est pas le même principe de fonctionnement à chaque fois, donc ça n'a pas de lien technologique. Et puis il peut y avoir, disons, on peut utiliser le même principe de fonctionnement pour remplir des fonctions très différentes. Mais moteur à explosion, bah voilà, c'est bien un certain schème technique qui est utilisé pour rendre une certaine fonction désirable, voilà. Et on essaye d'analyser l'évolution de ça et son rapport avec l'innovation. Alors là, pour résumer à grands traits, il y a trois types d'études. C'est est-il possible d'accélérer, comme on le veut, l'évolution des lignées techniques et donc l'amélioration des fonctionnements? Et la réponse est non, il y a une certaine rigidité, c'est-à-dire si vous arrêtez les investissements, évidemment, ça risque pas d'accélérer, ça va stagner sauf accident heureux, hein. Mais si vous augmentez et vous donnez carte blanche aux investissements, ce qui est vrai dans certains domaines, eh bien, vous allez accélérer, mais vous allez accélérer jusqu'à tomber sur une certaine rigidité, on va dire, du rythme d'évolution des lignées techniques. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accélérer l'innovation, parce que l'innovation, ça peut être de changer de lignée technique pour remplir la même fonction, vous allez chercher d'autres principes de fonctionnement, mais disons qu'il y a quand même des analyses, notamment de l'économiste Jean-Louis Monoury, qui montrent qu'une meilleure compréhension du rythme d'évolution des lignées techniques amène disons, limiter le volontarisme en termes d'innovation et à avoir des stratégies différentes selon qu'on est dans plus ou moins loin
du seuil prévisible, probable, hein, évidemment, on ne fait pas de magie, on ne peut pas prédire à l'avance quand exactement ça va se produire, mais qu'il y a des seuils incompressibles, notamment il y a des phases où les lignées sont devenues tellement complexes que c'est pas réinventer un objet, c'est réinventer toutes les machines qui sont dans l'usine, qui vont produire les composants qui vont vous permettre de construire la prochaine génération de telles machines. Et donc là, forcément, vous êtes dans des phases de décélération et vous ne pouvez pas rêver d'accélérer voilà, librement. Donc voilà, ça c'est une première analyse. Il y a une deuxième analyse qui vise à est-ce qu'on peut réellement toujours finaliser comme on veut le développement des innovations, c'est-à-dire créer les fonctions qu'on veut. Et bon, bah, assez, assez prévisiblement, je montre qu'il n'y a pas le même régime de gestion des processus de conception suivant l'ambition de vos intentions techniques. Et donc, il y a des choses qui relèvent d'un bricolage ou de juste de la créativité. C'est assez simple à mettre en œuvre. Puis, il y a des choses plus complexes qui relèvent cette fois-ci de résolution de problèmes, soit que les solutions existent mais ailleurs, c'est tous les problèmes qui est à résoudre la synectique, soit que la résolution de problèmes soit envisageable en droit, mais qu'elle présente quand même des difficultés particulières, et c'est vraiment ce que la TRIZ sait faire au mieux, soit que vous soyez dans un problème extrêmement ouvert, comme souvent dans la recherche, où on cherche toujours à faire des choses qu'on ne sait pas faire, hein. C'est le principe de la recherche scientifique et technologique. Et dans ce cas-là, en effet, la théorie CK de mes amis et alliés de l'école des mines est utile parce que, en gros, les fonctions désirables et les fonctionnements possibles vont évoluer de façon dialectique pendant le processus de recherche. Et ça s'éloigne évidemment énormément de la rhétorique qu'on utilise pour obtenir les sous pour avoir le droit de faire nos recherches, et de la rhétorique qu'on utilise à la fin du projet pour dire on a fait exactement ce qu'on avait prévu de faire suivant le processus linéaire qui était prévisible, ne vous inquiétez pas. Mais évidemment, on ment. Voilà, les scientifiques mentent au moins 2 fois, une fois pour obtenir les sous, une autre fois pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et dans la réalité, le processus n'est pas du tout linéaire, avec des choses assez amusantes. Et donc, là, il y a un bénéfice, on va dire, pratique à avoir une représentation plus fidèle à la réalité de ce que c'est qu'un processus de recherche en double inconnu. Et c'est ce que je montre. Et ça décourage, on va dire, les visions simplistes de la finalisation de la recherche. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de finaliser la recherche. Ça dit juste qu'il y a des choses très complexes où on a des intentions techniques de rupture et où ça ne va pas se passer comme on a prévu que ça va se passer. Et puis valoriser, la troisième analyse, elle s'appuie en partie sur, on va dire, une interprétation réaliste de la théorie des capitaux symboliques de Bourdieu. Je m'explique, en gros, la thèse qui est défendue, c'est que la recherche technologique qui est menée par les scientifiques ne vise pas à créer de l'argent. Et par conséquent, quand elle crée de l'argent, c'est qu'en fait, elle transfère, elle convertit un autre capital qui est un certain capital symbolique scientifique et de savoir-faire technologique et d'organisation sociale et de créativité esthétique d'une certaine manière, et qui est converti dans un second temps. Et que autant vous pouvez mesurer la productivité des scientifiques avec des outils bibliométriques, vous pouvez mesurer voilà, dans, on va dire, leur création symbolique dans leur propre champ, autant vous ne pouvez pas trop prévoir à l'avance qu'est-ce qui va faire l'objet d'une conversion, on va dire, symbolique intéressante, d'une découverte scientifique ou d'une invention technologique pour des usages qui vont devenir désirables socialement et qui vont donc permettre de créer du capital économique dans un second temps. Si vous voulez garantir votre retour sur investissement, bah, faites de la finance hein, comme innovation. Ne mettez pas l'argent dans la recherche scientifique, même si à long terme, c'est bien les logiques scientifiques qui consistent à faire au mieux 10 ans, c'est-à-dire à faire mieux pour le même prix, qui garantissent la pérennité, on va dire, des firmes qui ont justement des lignées techniques et qui ont une grande hérédité technologique. Alors, ça ne s'applique pas aux choses qui sont très à la mode ces temps-ci, c'est-à-dire à l'économie de service du numérique,
en mode start-up, et j'en ai tout à fait conscience, hein, je prétends pas du tout que mon analyse est faite pour s'appliquer à eux, elle s'applique moi je vends mes services à l'ESA, à Dassault Systèmes, à Safran Défense, à l'AID, voilà, aux gens qui ont des lignées techniques contraintes et qui sont là depuis longtemps et qui veulent les avoir encore pour longtemps. Je prétends pas, même si mes étudiants vont surtout dans ces domaines-là, je ne prétends pas que mon analyse soit très très pertinente pour tout ce qui est économie de service du numérique orienté client et pas orienté système. C'est pas voilà. Mais en revanche, dans la recherche scientifique, je défends le bien fondé de ce que je raconte, quoi, hein, et j'ai donc plein d'exemples. Donc ça, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on en ressort? On en ressort avec l'idée que, en règle générale, l'innovation, ça va être une technologie qui est promise comme ayant une valeur d'avenir. Ça va être une promesse, la promesse d'avoir une technologie d'avenir qui va donc créer de l'obsolescence aussi, qui va rejeter dans le passé, même dans le dépassé, d'autres types de technologies. D'accord? Et que c'est ça qui est mis en avant comme prisme pour comprendre maintenant les activités de recherche et qui, comme je l'ai montré, se heurte à certaines rigidités, mais pas des rigidités contingentes ou juste culturelles, des rigidités qui tiennent lieu à des raisons technologiques, hein. C'est démontré dans cette deuxième partie. Et on arrive sur une troisième question, c'est des technologies d'avenir, oui, mais pour quel avenir? Et donc la troisième partie de mon livre, elle porte sur des questions éthiques, et j'essaye de montrer, je ne vais pas développer, mais j'essaye de montrer en fait qu'il y a trois types de valeurs qui sont mobilisées, des valeurs de progrès, qui consiste notamment à améliorer les rendements, c'est-à-dire à baisser la consommation de matière, à baisser la consommation énergétique, à baisser le temps de cerveau disponible pour rendre certaines fonctions. Des valeurs de puissance qui visent à intensifier au contraire disons, la densité d'énergie qu'on peut utiliser, la quantité de matière qu'on peut consommer et l'impact qu'on peut avoir sur sur la psyché des individus et leur mobilisation, et des valeurs de profit qui passent en règle générale plutôt par la logique d'ailleurs du moins-disant, c'est-à-dire dans les valeurs de profit d'innovation, c'est surtout refaire ce qu'on sait déjà faire pour moins cher, et des éléments de standardisation ou voilà, de capture de monopole ou de capture de la valeur. Bon, c'est des trucs. Et ces trois types de valeurs peuvent évidemment coïncider, mais elles sont très souvent en divergence profonde. Et le mot d'ordre de l'innovation sert à masquer, on va dire, les tensions et les contradictions qu'il peut y avoir. Mais comme l'a remarqué Eric, à la fin, j'offre une sorte de boussole de l'innovation, c'est-à-dire j'essaye de montrer que les différentes personnes qui ont théorisé l'innovation, les différents courants de pensée, en fait, s'insèrent tout autour d'une grille d'analyse où on a plutôt une répartition entre trois pôles, le progrès, la puissance, le profit, et que, disons que dans les conditions actuelles, l'union du profit et de la puissance n'est pas trop conseillée parce que on est dans des conditions, disons, de crise écologique de l'environnement, et que par conséquent, si on veut que l'innovation soit la promesse d'un avenir moins éphémère, il va falloir quand même aller chercher des choses qui vont vers la logique du progrès, alors qui peut se concilier de temps en temps avec la puissance, de temps en temps avec le profit, qui peut aussi en être très indépendante, mais c'est l'idée générale sur laquelle s'achève le livre. Il y a une quatrième partie dont on ne parlera pas aujourd'hui, on verra, mais et qu'est-ce que ça définit comme horizon? Ça définit une redéfinition, finalement, l'innovation a dissimulé, si vous voulez, a pris la place de la notion de progrès. La notion de progrès était clivante, elle était politique, elle posait constamment la question du critère de progrès. Et de nos jours, on la considère tellement en crise qu'en fait, on a l'impression qu'on est pris dans un dilemme très malheureux pour notre conscience entre d'une part l'impératif du progrès, qui est une valeur inaliénable, et parce qu'on doit toujours pouvoir penser qu'on va pouvoir faire mieux avec ce qu'on a. Ça ne va pas forcément que les choses vont aller mieux, mais on doit pouvoir dire qu'on va faire mieux.
hein, techniquement. C'est une valeur inaliénable, le progrès. Mais qui peut être arraisonné par des gens qui nous disent que le progrès, finalement, c'est la même chose que la croissance économique et que ça ne peut se vivre que en croissance économique. Et de fait, il faut bien se rendre compte que les grandes phases de progrès qu'on a vécues d'un point de vue technologique, elles ont accompagné des crises de croissance de la société et de moments où le système était obligé de se reconfigurer précisément parce qu'il n'arrivait pas, dans sa croissance, à fonctionner de la même manière. Donc des choses se désintégraient, des choses se réintégraient, et ça fonctionnait mieux à une nouvelle échelle. Et donc, de ce fait, il y a apparence historique de la communauté de destin du progrès et de la croissance, mais de l'autre côté, on a une idée aussi qui est que bah, on a compris la finitude du monde et on voudrait se préserver de l'autodestruction, et que l'idée d'accélérer tout le temps, d'augmenter la croissance, est devenue une idée douloureuse parce que on a le sentiment qu'on va vers un épuisement non seulement des ressources, mais des capacités du monde pour amortir l'action technologique de l'humanité sur son environnement. Et de ce côté-là, il y a le problème est aussi que certaines personnes qui défendent comme ça la préservation ou la régénération du monde peuvent être capturées par des idéologies régressives, réactionnaires. Et donc, on se retrouve entre deux formes excessives, hein, technosolutionnistes et intempérance de la croissance d'un côté, euh, réaction et volonté de régression, et puis même d'une certaine façon critique du progrès, mais de la science, mais de la rationalité et tout ça de l'autre. Eh ben, on est en très mauvaise compagnie dans dans ce débat. Et donc, ce qui avait séduit Eric quand il a lu la truc, c'est j'essaye d'élaborer, avec surtout avec la pensée de Gilbert Simondon, mais disons une pensée qui commence par distinguer, je veux dire, les notions, les concepts de progrès et de puissance, pour essayer de dire, de nos jours, le progrès est précisément ce qui va permettre d'offrir un avenir moins éphémère, et donc il va falloir penser un progrès qui puisse être réalisé, y compris dans des phases de décroissance, pour des phases de décroissance. Penser qu'on puisse faire mieux, mais pas par un retour en arrière, mais par une adaptation, et ça passe par la fin complète du schéma linéaire du progrès, pour se dire que le progrès, c'est parfois le retour à des technologies qui ont été oubliées ou enfouies localement, et qui ont l'air d'être du passé, mais qui en fait représentent, parce qu'elles répondent à un impératif de moindre puissance pour remplir des fonctions vitales, mais qui n'ont pas besoin d'être remplies à toute vitesse, à haute intensité, mais qui remplissent donc des solutions très intéressantes. Il y a des choses ensuite qui sont dans le présent et qui représentent des optimums qu'il faut tout à fait conserver. Voilà, la bicyclette, si vous voulez, est très très bien. Il y a des choses issues du très lointain passé qui sont toujours des choses très utiles. La fermentation, voilà, est une technologie chimique vraiment très utile. Et c'est bon de savoir que même sur le très long terme, vous aurez encore du pain, du vin et de la bière et du fromage. Moi, en tout cas, ça me réjouit. Et il y a des choses dans le présent qu'il faut arrêter, auxquelles il faut renoncer, comme on renonce à une addiction, c'est-à-dire en ménageant non plus pas un sevrage dur, mais une gestion des attachements, des détachements et des rattachements à d'autres choses. Mais il y a plein de technologies zombies qui sont économiquement viables, mais qui sont plus du tout raisonnables au regard de la survie du vivant en général sur cette planète. Et puis, il y a des choses qui restent à inventer et dont il ne faut pas se priver, et que ça donne lieu à tout un paysage où on va devoir débattre de ce que sont les right tech. Et les right tech ne sont pas des jugements essentialistes posés sur les technologies. Ce sont des jugements à la fois d'abord écosystémiques, qui tiennent compte du fait de quelque chose qui est central dans la pensée de Gilbert Simondon et de la technologie telle que je la déploie, qui est que vous ne pouvez pas juger d'une technologie indépendamment de son milieu associé. Hein, le moteur explosion, il fonctionne parce que il a du comburant, il a accès à l'oxygène, parce que il se refroidit aussi, hein, à partir d'une certaine température, vous coulez une bielle. D'ailleurs, il est peu probable qu'on puisse continuer à faire la guerre très très longtemps au Sahel, parce que tout simplement, les températures vont être trop élevées pour y faire fonctionner des machines thermiques.
Pareil, vous pourrez pas avoir. C'est bien sympa d'avoir des stations de ski, mais comme il n'y a plus de neige dans les Alpes dans 30 ans, il y aura plus de ski. Voilà, vous pouvez toujours penser à cette technologie, mais il va falloir chercher son milieu associé. Alors en tout cas, il n'y en aura pas tout le temps et de façon prévisible dans le truc. Donc comme l'environnement part dans une transformation irréversible, il va falloir gérer ça. Et puis il faut gérer un deuxième truc qui est que non seulement les technologies fonctionnent avec un milieu associé local, mais disons que la situation dans laquelle on est, elle est multi-échelle et on est, pour utiliser un terme barbare que j'ai forgé, on est dans une situation de rétroscalabilité, c'est-à-dire il va falloir replier un certain nombre de déploiements technologiques en fonction des contraintes des grandes échelles, c'est-à-dire c'est en prenant l'information sur l'environnement à grande échelle et dans son évolution dans le temps à une échelle qui est finalement pas très grande, mais déjà, disons, dans 20, 30 ans, il y a énormément de contraintes qui se déploient, que vous devez comprendre ensuite comment, localement, vous pouvez faire fonctionner des technologies et des techniques. Et on peut avoir des surprises. Hein. Par exemple, le moteur explosion dont je parle depuis le début, en règle générale, c'est présenté un peu comme un ennemi, comme une technologie zombie, et on vous dit il faut y renoncer, et on va tous passer au moteur électrique, et je pense que c'est ce qu'on va faire. En même temps, vous savez, si vous êtes renseigné un peu sur la question, vous savez que on ne peut pas rationnellement, raisonnablement concevoir qu'on va mettre pour chaque moteur thermique un moteur électrique. C'est pas raisonnable, que les dégâts engendrés par l'industrie des mines sont supérieurs et irréversiblement supérieurs si on fait ça à ce qui est engendré par le réchauffement climatique produit par les moteurs. Donc il va falloir aussi arriver dans une zone de très surprenante. Hein. Ce serait presque de la dialectique marxiste, mais enfin, on est devant une socialisation des moyens de transport, notamment, qui est inévitable. Il n'y aura pas une voiture par personne électrique par personne. C'est inenvisageable d'un point de vue écologique et économique. Donc, il y a des choses qui viennent, qui sont étranges, mais surtout, le moteur thermique, ça peut être une high-tech dans certaines circonstances, à une certaine échelle. Et je donne souvent, bon, c'est toujours le même exemple, Eric l'a déjà entendu certainement dans des interviews que j'ai données, notamment en reporter. Les Hollandais, qui sont des gens qui aiment ils ont conjugué la vertu et le profit quand ils le peuvent, ont des serres qui sont des serres hermétiques pour faire certaines cultures. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'air ni d'eau qui sort de cette serre. D'accord? Entièrement en cercle fermé. Donc toute l'eau qui est donnée aux plantes qui poussent, elle ne part pas en évaporation parce qu'elle est récoltée et reprise, donc pas de perte d'eau. Tous les intrants qui sont mis, c'est l'hydroponique, hein, tous les intrants qui sont mis dans ces plantes, ben, il n'y en a aucun qui va polluer les sols. C'est entièrement consommé par la plante ou récupéré. Et ces serres fonctionnent 24 heures sur 24, toute l'année. Donc elles sont chauffées durant l'hiver et elles sont éclairées sur des phases qui ne sont pas les phases du cycle circadien normal, et elles sont refroidies pendant l'été quand il fait trop chaud. Et pour ça, on utilise des moteurs thermiques qui produisent le courant électrique. Et, euh, et vous allez me dire, bah ouais, du coup, on pollue. Bah, pas du tout, parce qu'en fait, le gaz carbonique est envoyé dans les serres. Et donc, c'est des serres qui contiennent énormément de gaz carbonique parce que les plantes ont un optimum de milieu associé, de concentration du CO2 dans le milieu associé, qui est 20 fois supérieur au seuil que peut tolérer un être humain avant de mourir. Et ça veut dire qu'en revanche, les gens qui sont les techniciens agricoles, eux portent une combinaison avec de l'oxygène, tout ça. Ils rentrent pas, ils rentrent pas avec un chapeau de paille dans la serre. Mais ça veut dire que tout le gaz carbonique est consommé par les plantes. Voilà un milieu extrêmement artificialisé, mais en même temps où le moteur à explosion est une high-tech. Voilà. Et il y a plein d'autres choses qui sont à discuter, je veux dire, en termes de questions stratégiques. Vous ne pourrez pas avoir de nucléaire sur le Rhône dans 30 ans parce qu'il n'y aura plus assez d'eau. Mais vous allez vouloir probablement conserver du nucléaire en France, ne serait-ce que pour des questions de défense. D'accord? Donc, où est-ce que vous le conservez? Comment? Suivant quel type de technologie, à quelle échelle? Du coup, il va falloir sans doute descoper. Voilà. Donc, c'est ce style de réflexion politique maintenant auquel j'essaye d'amener à travers un progrès sans croissance, un progrès qui est destiné à offrir un avenir moins éphémère,
à un avenir où on arrive à avoir une gestion rationnelle de notre compensation progressive de la transformation de tous les milieux associés, et puis qui fournissent, eh ben, comme fonction désirable, les services essentiels à la population sur un territoire donné, ce territoire étant amené à changer de nature dans les années qui viennent, et en même temps une délibération cyberdémocratique, probablement appuyée sur des intelligences artificielles, donc relevant, c'est un autre concept que je développe ces temps-ci, probablement d'une forme de cryptocratie aussi, c'est-à-dire on ne pourra pas penser qu'il y aura une transparence totale des délibérations démocratiques parce que nous allons faire appel à des processus d'intelligence artificielle qui vont faire des calculs qui seront résolument opaques, hein, il n'y aura pas d'intelligibilité intuitionniste dans tout ce qu'on va faire comme système de gestion. Il y a toute une série de choses qui sont à réinventer, des technologies, mais aussi, on va dire, des systèmes de gestion nouveaux à mettre en place dans cette vision très intégrée. Et alors, ma question, je termine là-dessus, c'est comment on fait pour penser ça de façon pratique? Eh ben, une observation que j'ai faite il y a quelques années, quand je travaillais avec Roland Lehoucq, c'est que finalement, quand je faisais travailler sur des scénarios mes étudiants, c'était plus facile de les faire travailler sur la planète Arrakis, c'est-à-dire sur la planète où se déroule le roman et puis le film Dune, qui est une planète où il y a très très peu d'eau, où il fait très très chaud, puis il y a une guerre, il y a un mouvement de libération, il y a des vers des sables qui sont très dangereux. Et bien en fait, on arrivait à faire repenser les conditions de la technologie dans ce milieu associé extrêmement extrême. Les gens s'y prêtent volontiers, alors que quand on les emmène dans scénario 4 de l'ADEME en 2085 sur une terre dégradée, et qu'on leur montre la carte de la France, et ben, bizarrement, ça les fait souffrir. Donc, c'est plus facile de défixer et d'emmener les gens dans la fiction plutôt que de faire de la prospective ou de l'anticipation qui emmène les gens dans des situations, on va dire, de torture mentale, de résistance, où de toute façon, ils savent que la prospective, c'est ce qui ne se réalise pas. Hein. Donc, pour moi, la prospective, y compris la prospective de rupture, elle est morte, on va dire, parce que les ruptures ont déjà eu lieu, et que du coup, on est tout le temps pris entre le fait que ben, le truc qu'on faisait avant, c'est de faire des ruptures, on les plaçait loin dans le futur, et puis du coup, ça donnait le temps de gérer, alors que en fait, les ruptures ont déjà eu lieu, quoi. Et en plus de ça, dès qu'on commence à faire de la prospective, ben, le client, il y a au moins la moitié de son énergie mentale qui veut planter la méthode et qui veut nier le futur et qui veut, voilà, et tout. Donc, ça marche pas bien. Donc du coup, moi j'ai complètement basculé. Je fais vraiment maintenant que du design science-fiction, des fictions spéculatives, et j'emmène les gens à penser d'autres mondes pour les amener ensuite à repenser notre monde autrement. Et c'est ces pratiques-là que donc on propose. J'ai travaillé avec les gens qui ont mis en place la Red Team pour le ministère de la Défense, parce que c'est quelque chose qui s'est décidé un peu aux utopiales, là où Roland Lehoucq et moi, on, on met en œuvre nos histoires, et puis parce que j'étais disons, dans le pool de PSL qui a remporté l'appel à marché, donc j'ai étudié un peu ce qu'ils faisaient, et puis, c'est très adversif, hein, c'est de la conception adversive, la Red Team. Donc, c'est inventer les menaces du futur pour faire des sortes de stress tests imaginaires. Et en fait, j'ai décidé de faire vraiment l'inverse parce que j'ai trouvé que c'était contre-productif de proposer ce style de service sur des sujets qui m'intéressent. Et donc, dans la Green Team que je fais, je la fais pas, que j'anime, il y a une volonté d'obéir à d'autres principes. Donc les principes sont euh, le sang ne coule pas. Et la maladie, la mort, la tristesse, tout ça, ça existe, mais je pars de scénarios où il n'y a pas, voilà, contrairement à la Red Team, on va prendre le conseil inverse, il ne va pas y avoir de mort, il ne va pas y avoir de sacrifice ni de conflit guerrier, on va partir sur des scénarios différents. Deuxièmement, l'écotechnologie existe.
Donc, il y a des ride tech, elles ont été mises en œuvre. Ça dessine un nouvel type d'organisation de la société. Et comme on est dans des scénarios où il doit y avoir une résolution de problème, il y a bien un problème à résoudre, eh bien, je pars du principe qu'une invention heureuse est possible. C'est-à-dire que je place jamais les gens dans un dilemme insoluble ou ça sera pas forcément une résolution parfaite. La solution peut être imparfaite, voilà, mais je pars de l'idée que on doit stimuler la résolution de problèmes en supposant que l'invention est possible. Donc, en gros, je fais réinventer. L'idée, c'est je fais réinventer une institution ou une entreprise dans ce monde d'après, et c'est une étape dans laquelle on embarque le client aussi, mais on lui amène évidemment, bien sûr, avec des gens, en l'occurrence, ce sont des femmes, des scientifiques, des créatrices, des autrices de bande dessinée, des choses comme ça. On les amène vers quelque chose qui est voilà, un futur très désirable, qui sert d'attracteur étrange, non pas en lisant c'est ça qui va se réaliser, mais pour que ça serve d'attracteur étrange et pour que quand ensuite, ils veulent commencer le travail, ils cherchent les points de contact, ça donne sens, on va dire, aux trajectoires qu'ils veulent chercher. En sachant qu'après, il y a plein d'autres gens qui font ce travail que je fais, il y a plein d'autres gens qui le font en voulant accompagner les entreprises dans le changement. C'est pas mon boulot, et on peut aider, mais c'est d'autres gens qui le font. Et il y a plein d'autres gens qui font plein de types de scénarios, y compris dystopiques et tout ça, pour faire des rétroactions bizarres et tout ça. Et c'est pas non plus mon boulot. Moi, j'attrape pas tout. Je propose qu'un seul type de service. J'aide à réinventer une entreprise ou une institution dans ce monde d'après qui a réussi la transition écologique, énergétique et numérique. J'ai pas grand-chose à vous montrer parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sous NDA ou qui sont en cours d'élaboration, mais je peux vous parler de ce que je fais avec mes étudiants. Donc la version junior, elle est en cours. Cette année, c'est le ministère de la Justice, et donc nous devons réinventer une prison réhabilitante, réparatrice et régénératrice. Et donc on part là-dedans, c'est qu'est devenue une prison dans un monde qui a réussi la transition écologique, énergétique et numérique. Voilà comment elle fonctionne. Et c'est ça, voilà, pour vous donner un exemple concret de ce que je fais maintenant. Et mon idée, c'est qu'il faut agir, voilà, qu'il faut agir auprès des entreprises pour, disons, aider à cette conversion des imaginaires, et que la science-fiction est pour l'instant le dispositif que j'ai trouvé le plus efficace. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Des fois, on travaille avec des uchronies, avec des... Bon, voilà, mais c'est plutôt un travail préalable. Dans les rendus qu'on donne, on les donne sur un type de design science-fiction. Et je l'avais dit avant que vous soyez tous là, j'en discutais avec Eric. Je disais, j'étais au Japon il y a 2, 3 semaines, et j'ai vu que les Japonais, on travaille sur, ils ont un autre nom, et ça s'appelle du science fiction prototyping, mais j'ai pu comparer nos méthodes. Alors, ils ont plein de coups d'avance. En gros, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, eux, ça fait 10 ans. Mais à côté de ça, on sait faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et notamment parce qu'on travaille avec, nous au CEA, on a le LSCE, on a plein de gens qui sont dans le GIEC, et donc on a un bagage scientifique supérieur par rapport à ce qu'ils peuvent mobiliser, et donc on peut faire des opérations qu'eux ne savent pas faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a voilà, quelques coups à jouer dans les temps à venir, en sachant que enfin, après le succès de la Red Team, voilà, je m'attends à ce que tout le monde fasse du design fiction, pas forcément science-fiction, mais du design fiction dans tous les sens. Et il y aura bientôt n'importe quoi sur le marché, et ça sera galvaudé dans 5, 6 ans. Tout ce qu'on aura essayé de faire sérieusement sera menacé par le n'importe quoi qui aura été réalisé en cours de route. Mais d'ici là, on va essayer de faire des trucs intéressants, et puis on réfléchira pour la suite. Voilà dont je voulais vous parler. Je vois que j'ai débordé de 10 minutes et je m'en excuse. Merci beaucoup, Vincent. C'était passionnant, captivant. Voilà.
On est dans le temps des questions, si quelqu'un veut se lancer. Geneviève? Je pense que ton micro n'est pas ouvert, Geneviève. Ouais, ouais, je suis en train de l'ouvrir. Oui. Bonjour. Geneviève. Vous avez dit des trucs formidables, des trucs qui m'ont hérissé le poil. Moi qui Super. Commençons par ce qui a hérissé le poil. C'est ça le plus intéressant. voilà. C'est quand Bon, j'ai défoncé la prospective. Ah oui. non, Non? non, non. Euh, Justement parce que moi je suis pas prospectiviste, je suis futurologue cybernéticienne. C'est-à-dire Bien. qu'en fait, on essaye de partir de l'idée que les souches de notre futur sont dans notre passé, en particulier dans notre passé profond. Et pour comprendre des situations, on va essayer de comprendre comment s'est formée la situation et comment elle va aller à la rencontre de ce qui est en train d'arriver. Donc, on est super imbibé de biomimétisme, entre autres, hein, Ouais. donc tous les mécanismes du vivant, voilà. Donc, un exemple de truc qui m'a hérissé le poil, c'est les plantes qui poussent à la verticale, là, dans les immeubles à la verticale. Ah, c'est pas les mêmes choses, hein. Les serres, elles sont horizontales, mais elles sont hermétiques. Ça, c'est vrai. OK, d'accord. En fait, l'idée peut paraître tout à fait, séduisante. D'ailleurs, vous la défendez très bien. Sauf que, justement, dans des logiques, des approches biomimétiques, on est en train de s'apercevoir que, quand vous mangez une tomate, par exemple, Mmh. vous mangez, la tomate, mais tout, l'ensemble de la tomate. Et la tomate, elle a vécu, dans le sol, une tomate qui a vécu dans le sol, elle contient, des immuniteurs, face aux agressions auxquelles elle est confrontée. Quand Mmh. on a une tomate qui est complètement, déconnectée de cette réalité, c'est une tomate qui, est pauvre pas très riche en oligoéléments, mais surtout qui, ignore tout ce qui, pourtant nourrit notre système immunitaire. Alors au niveau de la tomate, c'est pas très, très grave, mais au niveau, des animaux, ça commence à devenir beaucoup plus grave parce que, par exemple, une vache qui a brouté dans l'herbe, elle a lutté contre, des agressions et elle donne cette immunité à son veau, mais, comme nous, on se comporte comme des veaux, on boit plein de lait, ça nourrit notre immunité. Donc, à travers ce petit exemple, je voulais rappeler que les choses sont beaucoup plus complexes, et il faut faire très attention. J'ai été pressentie pour être dans la red team, puis finalement j'y suis pas allée. Il y avait enfin mon profil, les intéressait, mais c'était pas possible. Mmh. Et puis moi ça m'a arrangé parce que mon agenda était un peu blindé. Donc, j'ai pas fait le Pareil. shopping. Mais, je pense que, dans vos démarches, j'ai un peu envie de vous inciter à vous intéresser au travail des futurologues cybernéticiens. On n'est pas très nombreux à faire ça et c'est très important. L'autre chose sur lequel je voulais réagir, c'était revenir sur les travaux d'Étienne Klein, sur, l'innovation et le progrès. Oui. Moi, l'innovation, j'ai fait toute ma carrière, dans ce domaine-là parce que j'ai été la dame qui a eu en charge de jeter les bases de l'industrie du numérique grand public en France, sitôt que, on a pu se mettre au travail, c'est-à-dire à la fin des années 70, au début des années 80. Oui. Donc, on a tout inventé. Il a fallu fabriquer des noms, il a fallu fabriquer des concepts, il a fallu donc si vous voulez, l'innovation, c'est quelque chose que je connais par la pratique, pas par la théorie et c'est Ouais. pour ça que j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit, parce que vous avez dit plein de choses très justes. Mais il y a un truc, je voulais savoir si vous connaissiez les travaux d'Étienne Klein et moi je les soutiens énormément, hein, parce que, il y a une dimension géopolitique dans ce qu'il raconte. Heu Ouais. L'Europe était très attachée au progrès et d'ailleurs, tout le mécanisme avec lequel elle a, esclavagé la classe ouvrière, hein, on va appeler un chat, Ouais. c'était la promesse du mieux-être pour tous grâce au progrès. Donc le mot Ouais. progrès, il était, au-dessus de tout quoi, hein, voilà. Et les Américains, au lendemain de la guerre, à la fin de la guerre, ont ridiculisé le progrès.
ils ont dit: «On veut de l'innovation» et pourquoi Étienne Klein a fait tout un cirque là-dessus et c'est pour ça que je l'ai soutenu, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que quand on regarde, le dénouement de la dernière guerre mondiale, heu, les Américains avaient dans l'idée d'absorber l'Europe et en fait, les circonstances ont fait qu'ils n'en ont fait qu'un protectorat. Mais ce qu'ils attendaient de nous, c'était essentiellement qu'on ne se fasse pas la guerre, qu'on, soit une zone suffisamment prospère pour écouler leur surplus industriel et c'est là où j'en viens avec cette histoire de progrès et innovation, qu'on fournisse de la matière grise et de l'innovation. Et pourquoi l'innovation les intéresse et pas le progrès? Parce que, le progrès, c'est très difficile à capturer. Il faudrait capturer l'organisation dans son ensemble. Tandis qu'une innovation, comme vous l'avez dit et vous l'avez très bien expliqué, il y a des mécanismes financiers derrière. Et donc, on a stimulé, et moi, comme vous, j'ai un peu enseigné, donc je voyais bien comment traiter nos étudiants. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le numérique, donc on les a beaucoup stimulés. Hein. C'est parce que les Américains, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on produise des idées. Et quand vous actionnez Google, la suite Office, vos téléphones, et cetera. Ce que souvent les gens ne comprennent pas bien, c'est que c'est des milliers et des milliers de lignes de code qui ont été ajoutées, retranchées, etc., mais qui sont issues de ce tissu entrepreneurial qui a été très, très fortement stimulé par les Américains. Et pourquoi je soutiens Étienne Klein? C'est parce que il me semble il faut que nous redevenions européens. L'Europe, c'est un vieux continent, mais qui avance lentement mais sûrement, et il doit revenir vers des notions de progrès. Je voulais vous faire réagir sur cette pensée d'Étienne Klein. Eh ben, écoutez, sur vos deux pensées, je vais répondre oui et oui. D'abord, oui pour les cybernéticiens. Tout à fait. Ce que vous dites est tout à fait juste. Gilbert Simondon est un philosophe qui s'est beaucoup inspiré de Norbert Wiener. Et la pensée, et si Eric arrive jusqu'au bout de mon livre, il pourra vous confirmer que la troisième partie, la partie éthique, elle s'appelle même cyberéthique, cybernétique. Voilà. Et donc, en effet, on a vraiment l'enjeu est de savoir qu'est-ce qu'on peut élaborer comme éthique en prenant en compte les apports, je veux dire, théoriques indispensables de la cybernétique. Et en fait, ça débouche sur une question politique. Alors, je ne veux pas évacuer du tout la question du vivant parce que c'est très important chez Simondon. Il n'y a pas que il y a pas que les objets techniques qui ont un milieu associé, il y a aussi les animaux et tous les vivants. Et on fait partie de tous les vivants, il n'y a pas de séparation. Et par conséquent, c'est tout à fait dans cette optique-là qu'on réfléchit. Il y a un livre qui est publié en 2022, je crois, qui s'appelle Repenser l'écologie et la technologie après Simondon. Repenser le progrès après Simondon. Écologie et technologie, repenser le progrès après Simondon. C'est vous dire si l'école de pensée à laquelle dont je fais partie se reconnaît entièrement dans ce que vous avez dit. Alors, deuxième question, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, c'est mon boss. Et en fait, la personne avec qui j'ai travaillé sur la question de l'innovation, c'est Étienne Klein. Donc, on a vraiment travaillé ensemble beaucoup les 2 premières années. Et puis ensuite, avec le talent qui est le sien, il a en effet très bien vulgarisé et popularisé la réflexion sur le rapport entre progrès et technique, notamment dans un livre sur l'avenir du progrès qu'il a écrit dans la collection dirigée par Dominique Lecourt. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, je rendrai hommage à Dominique Lecourt, qui est la personne avec qui on a dialogué sur les questions que vous posez. Sachez aussi que, par exemple, une personne qui défend vraiment votre vision de retour de l'Europe à une certaine conception souveraine de l'industrie, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, à ma connaissance, est le seul homme politique à me citer. Donc, je suis assez content. J'ai écrit un article au début de la recherche, j'avais écrit un article qui donnait un peu ce que vous dites comme ligne de trucs et je sais pas comment, mais ça a dû arriver sur le bureau de Thierry Breton et donc il me cite sur cette question, mais maintenant il pourrait se mettre aussi à citer Étienne Klein ou vous, de toute façon ça n'a pas d'importance. Mais on est complètement raccord sur ce que vous avez dit.
J'adopte l'ensemble de ce que vous avez raconté. Après, on pourrait discuter dans les détails, hein, mais ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste vous signaler mon entière solidarité sur ce que vous avez dit. Alors, Anthony a levé la main, puis ensuite David Fayon. Donc, des questions peut-être un peu synthétiques. Voilà. Bah, très rapidement, Anthony Framo, philosophe de formation, franchement, félicitations. J'ai été formé par Pierre Lévy, j'ai lu aussi Gilbert Simondon. Bernard Stiegler m'a beaucoup impressionné et ça faisait longtemps que j'attendais d'entendre une personne comme vous. En plus, vos classifications des techniques ouais, sont très inspirées, je dirais, de la métaphysique d'Aristote, qui est sous-jacente aussi aux théories de Simonon. Vous faites en plus référence aux technologies du corps. Mmh. Vous êtes aussi à la convergence avec les théories de l'acteur réseau de Bruno Latour avec votre objet médiateur de médiation de fiction, Mmh. design fiction. Voilà, je voulais juste vous féliciter. J'étais vraiment impressionné aussi de votre façon de classer les lignées techniques en fonction des finalités et aussi des finalités en rapport avec les technologies du corps, le social, l'éthique. Et on a vraiment besoin de ce type de grille d'analyse aujourd'hui pour avancer dans un progrès. Et voilà, donc nous, on met en place une technologie qui s'appelle les arts de talent et de compétences. Et je voulais vous poser une question synthétique. Est-ce que vous pensez que le capital social des scientifiques, comme vous le disiez, qui est converti, est-ce qu'on n'aurait pas le moyen de le convertir, capital de connaissances, de compétences et aussi de liens nouveaux entre compétences existantes dans des disciplines différentes? Alors, on le convertit beaucoup. Si vous regardez le chapitre, on le convertit de plus en plus. Si vous allez regarder le chapitre 7 de mon livre, D'accord. il porte sur les transformations de l'éthos des chercheurs. Et même si c'est centré au départ sur les chercheurs, ingénieurs et physiciens auprès de qui je travaille, en réalité, ensuite, j'étends l'analyse. Et on a connu une transformation importante en 25 ans avec un grand, grand développement des croisements disciplinaires. Et donc, je vous invite à regarder ça parce que je pense que ça a un rapport avec ce que vous parlez. Deuxièmement, il y a une conversion vers le champ économique et Mhm. celle-là, elle est à double tranchant. Il est certain qu'il y a une forme de capture justement de l'éthos scientifique à travers la nécessité toujours plus grande à laquelle on est soumis d'aller chercher les moyens de nos recherches. Et c'est à ça qu'est voilà, consacrer ce chapitre, à réfléchir au nom de l'innovation. Une des choses qui a été mise en place, c'est un nouveau régime de gestion de la recherche. Comment ça a transformé nos habitus et comment on peut et comment on peut comprendre, disons, la situation actuelle. En sachant qu'il y a des visions peut-être un peu cyniques ou naïves qui voudraient que la transformation soit entièrement achevée et simple, alors qu'en réalité, bien évidemment, les chercheurs étant des gens qui ont en général bac+9 et en plus qu'ils ont été suffisamment malins pour survivre à la concurrence pour arriver à leur poste, en général, ils trichent tous, voilà, dans les conditions actuelles. Et donc, et on est dans une situation néanmoins tendue. Bref, je pense que au moins ce chapitre-là vous intéressera et vous serez peut-être pas d'accord avec mes conclusions, qui sont une fois de plus situées, hein, qui sont situées de quelqu'un qui travaille au CEA et qui a donc un certain angle de vision, mais qui néanmoins, du coup, j'ai aussi le bénéfice d'être vraiment à l'intérieur et donc de voir le dessous des cartes, hein, de pas être voilà. Et donc, j'espère que ça répondra à vos attentes. Merci beaucoup, je vais aller le lire et je vous reviens. Et merci pour les compliments. Je vois qu'il y a Maurice et Christian qui veulent me parler. Maurice? Il y a aussi David. David qui avait levé Ah, tu donnes la parole à qui tu veux. la Oui, mais très Alors, rapidement, Alors, je très prends la rapidement pour parole. laisser la parole à Maurice. oui. Euh, Ah, écoutez, merci. D'abord, merci pour l'exposé. C'est pour quelqu'un qui a un pied en Europe, avec la technologie, ingénieur à métier, j'ai fait beaucoup d'innovations, construit dans l'ingénierie. Et quelqu'un qui a un pied en Afrique, je suis très soucieux de voir comment les pays d'Afrique et d'autres, comme l'Inde,
qui, sur le plan de l'innovation au sens large, se retrouve nettement en recul, en arrière par rapport à l'Occident. Comment est-ce qu'on peut, enfin, comment je vais vous poser une piste pour savoir si c'est celle-là. J'ai bien compris, il faut aller faire ce design vers le futur pour revenir vers la recherche de l'homme, Red Team, la technique associée Red Tech, avec des considérations de progrès, de puissance et de profit. Ces pays-là se distinguent par le fait que le profit et donc les ressources sont faibles. Est-ce que ça n'oriente pas tout de suite cette réflexion sur le futur, le design, et par la suite le right team pour trouver son right tech avec peut-être des sacrifices sur le progrès, voire même la puissance. Quand je vois comment ça fonctionne dans le Pakistan, où ils construisent ils se débrouillent avec des briques et des bords qui vous sortent tout, la right tech, pour moi, s'inscrit dans cette approche, dans les trois principes que vous avez vus, profit, puissance et progrès, et une optimisation, un travail à fond sur le profit, car il leur faut arriver ici et maintenant et pas à la Saint-Glinglin à répondre à des sujets. Je vois également, en regardant ce qui se passe en Russie, dont l'approche n'est pas tout à fait la même qu'ici. J'ai travaillé beaucoup sur TRI, je l'ai utilisé. Donc, question que je vous pose, est-ce que ce que vous dites là est uniforme ou on peut la segmenter un peu par, je parlais du niveau de développement, hein, l'Afrique, comment on appelle ça, l'Inde, ou un peu par la Russie, qui pour moi, sur le plan de la façon de fonctionner, n'est pas le même que l'Occident. Merci beaucoup pour cette question. Ça me permet de préciser en effet que le modèle est diversaliste. Donc, je considère qu'il y a nécessité de prendre en compte non seulement les configurations particulières, culturelles et sociales et économiques, mais aussi de prendre en compte le fait que les racines de l'universel sont multiples et que l'universel est bien une orientation relationnelle et pas du tout le monopole d'un centre qui imposerait de façon impérialiste un seul destin, un seul futur au reste du monde. Donc de ce côté-là, je ne vais pas développer, mais je suis sensible justement à ce que vous avez dit comme potentiel de la pensée des high-tech de s'adapter dans des contextes extrêmement différents et que précisément dans des systèmes sous contrainte avec peu de ressources, la loi de moindre puissance, le principe de moindre puissance s'applique, on va dire, de façon peut-être encore plus directe. Sur la Russie, c'est un problème aussi très intéressant qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui, mais qui a un rapport avec ce que je racontais sur la cryptocratie, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des choses qui sont cachées dans les mécanismes du pouvoir. Parce que vous savez sans doute que la recherche russe se caractérise par l'existence de la troisième pyramide, c'est-à-dire que la black science ne représente pas là-bas une fraction de la recherche, mais 80% des crédits sont donnés à des choses qui sont secrètes. Et donc, la Russie a fait cette réorientation après les années Yeltsin sous la direction de Poutine, avec le sentiment juste qu'une confrontation avec un monde occidental centré sur les États-Unis et hostile était prévisible. Et donc, la Russie se trouve dans un système de développement autocentré qui n'exclut pas une certaine vision du progrès, même d'un progrès universaliste. C'est dans l'esprit, je dirais, du peuple russe d'avoir ça, mais avec ses composantes très particulières, très autoritaires et des choses. Alors pour le coup, c'est pas ma casquette Green Team et tout ça, c'est toujours la casquette Red Team, c'est-à-dire je suis quand même toujours financé par l'armée sur d'autres questions et sur ces questions-là, qui sont des questions de stratégie pour la recherche, mais d'un point de vue, on va dire, agonistique. Et donc, la Russie, pour moi, est surtout cet objet-là de réflexion, la Chine aussi, et d'autres, mais sur des modèles alternatifs et qui ne sont pas en collusion avec le modèle de l'idéologie dominante. Et j'essaye de traiter ça de façon parfaitement amorale. Et si vous avez des connaissances de première main et des choses, on pourra en parler ailleurs, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et merci beaucoup pour vos questions. Alors, David ou Christian? Rapidement. Alors déjà, merci pour cette présentation. Merci aussi d'avoir cité Bernard Stiegler qui est décédé l'an dernier et qui a apporté beaucoup
à la réflexion, à la recherche. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Geneviève et aller un peu plus loin. C'est qu'effectivement, les États-Unis sont vis-à-vis d'eux, on est un peu un protectorat où le plan Marshall nous a vassalisés d'une certaine façon. Et leur logique, c'est aussi diviser pour mieux régner, la stratégie aussi du poulpe, qui consiste à dire il vaut mieux avoir une Europe soumise, mais qui achète nos produits, nos services et nos modes de vie, sachant que l'innovation aux États-Unis a un aspect très concret. C'est pas l'innovation à la française où on va chercher la beauté, le design, le prix Nobel. C'est une innovation qui va apporter de la valeur marchande. Et c'est la logique qu'on retrouve dans la Silicon Valley. C'est tout problème est une opportunité business, et plus le problème est grave, plus le problème est fréquent, plus l'argent qu'on pourra faire sera important. Après, il y a aussi la géopolitique des puissances, qui a été aussi un peu évoquée par Maurice, avec deux nations majeures qui innovent, parce que la Chine ne fait plus que copier, mais elle innove. C'est la problématique de la Chine. Est-ce que la Chine va être riche et être la superpuissance mondiale qui va pardon, dépasser les États-Unis avant d'être vieille? Puisque dans quelques années, les projections font que il y aura autant de centenaires en Chine que la moitié de la population française, pour Mmh. relativiser. Et puis il y a aussi un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est que cette année, enfin l'an dernier, à quelques millions près, la population indienne a dépassé la population chinoise, mais la population indienne réalise un produit intérieur brut qui est 6 fois inférieur à celui de la Chine, mais avec un Mmh. gros potentiel. Et dans la logique américaine, c'est plutôt rechercher des alliances au niveau de l'Inde pour contrecarrer la Chine. Donc c'est plutôt comment faire pour garder leur leadership le plus longtemps possible, avec la problématique aussi de dévulnérabilisation par rapport à la Chine, dévulnérabilisation par rapport à Taïwan. Et donc ils ont déjà recommencé à réindustrialiser. Ça s'est fait aussi avec Trump, même si j'apprécie pas le personnage, et même si ça n'a pas été fait dans les respects environnementaux. Mais il y a cette doctrine Monroe, America First, qui perdure. Donc nous, l'Europe, on doit trouver une voie qui est ni américaine, ni chinoise. Mais il y avait un slogan jadis, c'était mieux vaut rouge que mort. Moi, je dirais mieux vaut américain que chinois. Mais c'est relatif, et on doit justement trouver un modèle innovant, mais qui est un peu différent, qui correspond à la soutenabilité. C'est une notion très chère à la fabrique du futur. C'est comment faire que l'avenir soit désirable. Voilà. Et donc c'était juste pour partager, apporter quelques éléments à C'est l'auberge des espagnole. Voilà. c'est des questions très pertinentes qui vont un peu au-delà du champ de, euh, de questionnement philosophique qui était celui de mon ouvrage, mais qui sont présents à l'arrière-plan dans des réflexions où j'ai pas de compétences extraordinaires. Je prête une attention particulière à la Chine et à l'Inde, en rapport aux facteurs que vous dites. La Chine parce que j'y ai vécu, parce que j'ai des étudiantes qui viennent de là-bas et que d'une certaine manière, je mesure un certain taux de désenchantement du rêve chinois accéléré là-bas. Et je peux pas répondre à votre question, mais je me la pose aussi, la question de savoir est-ce que la Chine a encore les moyens de l'hégémonie pacifique, ou va-t-elle connaître un vieillissement accéléré, et on va dire un 19e et 20e siècle condensé en moins de 50 ans? Je peux pas, je le sais pas. Je sais que la courbe de risque est quand même dangereuse parce que on voit dans beaucoup d'endroits des évolutions autocratiques, et c'est le cas. Et en règle générale, les autocraties ont un problème de succession. Et c'est le grand avantage des démocraties avec renouvellement, possibilité de sanctions et de renouvellement des leaders périodiques, c'est de lisser, disons, les crises de succession. Et donc, il y a ça aussi, hein, la variable doit être prise en compte
entre les crises de surproduction ou de survalorisation de la Chine, son vieillissement comme donnée structurelle, des tensions idéologiques qu'on connaît d'un point de vue géopolitique et la crise de succession, il y a plein de nuages noirs qui s'amoncellent. Pour l'Inde, je pense comme vous qu'il y a une capacité je vais faire voilà, je vais sortir du placard, mais j'ai été formé de façon marxiste avant de m'intéresser à Bachelard et à Simondon. Donc mes premiers travaux, c'est sur l'Amérique de Marx. Et il y a des travaux intéressants qui ont été faits, voilà, au XXe siècle, notamment par des géographes marxistes anglais et Fox, qui reposent sur toutes les analyses qu'on doit faire. Elles sont plutôt dans l'espace que dans le temps, d'un point de vue marxiste. Et on doit analyser, c'est surtout la capacité du capital à circuler spatialement tout en enfermant le travail, lui, dans des frontières. Et à gérer comme ça et à créer des contradictions secondaires qui évitent que le travail puisse reprendre la main dans la lutte des classes. Et donc, l'idée que maintenant, dans un cycle de réajustement, après, disons, le transfert de l'industrie du monde en Chine et la transformation en plèbe consommatrice de l'Europe, essentiellement, en décalage par rapport aux États-Unis, l'idée que maintenant, il y a un épisode indien est assez satisfaisante d'un point de vue stratégique pour le capital. Et il y a tout plein de questions qui se posent d'ailleurs. C'est une des demandes, y compris en interne du CEA, que on s'intéresse aux imaginaires indiens, parce qu'il y a une montée du soft power de l'Inde au niveau mondial, et que actuellement, je pense que si on regarde un sondage sur mieux vaut être américain que chinois dans le monde, je suis pas sûr que ça gagne cette thèse, mais je suis sûr qu'en plus, que si on fait un sondage sur qu'est-ce que vous avez envie de regarder, un film indien ou un film américain, je suis à peu près sûr que là, l'Inde gagne déjà et gagnera de plus en plus. Et il faut avoir une idée du poids des représentations justement dans toute l'Afrique, dans tout le monde arabe, de tout ça, du soft power indien, au moment même où l'Inde est une société de moins en moins intéressante politiquement, avec un fasciste au pouvoir, enfin un nazi en réalité, et des trucs comme ça. Donc il y a plein de choses dans votre question, et je suis pas plus compétent que je suis sensible à ces questions, mais à part avoir lu le dernier livre de Todd où je crois qu'il a raison, en tout cas ça recoupe une partie de mes analyses, c'est-à-dire qu'on va vers des crises. Après avoir des crises de pouvoir croissant, c'est-à-dire il y avait des volontés de puissance de sociétés en plein boom démographique et technologique. Maintenant, on va avoir des crises et des conflits entre des sociétés qui vont être en crise de décroissement, vieillissement, machin, et qui voilà, qui auront des tentations de violence parce que justement elles savent qu'elles sont sur le déclin. Et c'est pas le cas de l'Inde, mais c'est le cas de toutes les autres. Et au moins cette analyse-là, dans son dernier livre, m'a paru très pertinente et à croiser avec une lecture géopolitique. Mais à côté de ça, voilà, j'ai pas du tout les données pour vous donner un retour intéressant. Et il nous reste donc Christian et quelqu'un qui, en toute modestie, s'appelle La Fabrique du Futur. Notre ami Christophe. Merci beaucoup pour ces exposés. Moi, à titre personnel, j'ai fait mes études avec Étienne, donc c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'écoute régulièrement. De mon côté également, j'ai fait l'Institut Anticipation, qui est un institut qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui se positionne comme une sorte d'IHEDN de la prospective. Donc c'est un sujet qui me passionne. Moi, je voudrais faire deux remarques qui correspondront évidemment de manière corollaire à des questions. La première, on a parlé beaucoup de géopolitique. Je suis absolument convaincu que c'est un des axes majeurs des réflexions qu'il nous faut avoir aujourd'hui. Je suis notamment un grand lecteur de Frédéric Ancel, qui est assez clair et assez, je dirais, politiquement incorrect sur la manière dont il analyse le monde. Et je pense que c'est d'autant plus un enjeu que je suis parallèlement expert au niveau européen et je travaille avec les institutions, notamment avec la Commission et avec le Parlement. Je pense que malheureusement,
l'Europe a un risque de décrochage majeur pour différentes raisons que je serais prêt à évoquer si c'était nécessaire. Donc je pense que là, la dimension géopolitique est fondamentale. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est, on en a parlé un tout petit peu, mais je pense que ça devient de plus en plus prégnant, c'est les enjeux de souveraineté. Je pense qu'on ne peut pas, on a parlé de right techno ou de right tech, je trouve que c'est très important. Je pense que dans la high tech, l'enjeu de souveraineté devient structurant. Et si on ne l'intègre pas, on va avoir de plus en plus de difficultés tout simplement à pouvoir être ou conserver une position qui est une position importante en tant que Français ou en tant qu'Européen. Et la troisième dimension qu'on a un petit peu évoquée, qui me semble, on a parlé de désirabilité. Moi, je pense qu'il est absolument fondamental de tout simplement intégrer ce que j'appelle l'acceptabilité sociale. On ne pourra pas faire de progrès, on ne pourra pas accompagner un certain nombre de changements, et ils sont importants, comme vous l'avez souligné, sans cette notion d'acceptabilité, avec le rôle des élites ou des médias ou des intervenants qui sont en mesure d'être des vecteurs pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des personnes qui sont nos citoyens, et tant en France qu'au niveau européen, puissent nous accompagner. Donc vos réflexions, Vincent, sur ces grandes thématiques qui me semblent assez structurantes. La première, c'est souveraineté, en effet, un des mots qui connaît un retour important. À preuve, toutes les choses sur l'éco-technologie, il y avait notamment l'année dernière le fait que j'ai parlé à l'USI là-dessus. Et cette année, l'USI, donc Unexpected Source of Inspiration, qui est organisé par Octo Technologies pour les grandes firmes du CAC 40, c'est souveraineté qui est cette année le thème. Donc oui, d'une certaine manière, c'est un peu ce que je revends à travers la cryptocratie aussi à, à mes différents interlocuteurs, à Sciences Po, à la Défense, tout ça. C'est en termes stratégiques, c'est ça que je vends aussi. En l'idée, la souveraineté va être redéfinie pas seulement dans les jeux d'influence et le réseau Internet, mais disons que elle peut connaître une transition de phase par le développement de l'intelligence artificielle et donc et son insertion dans les processus de décision politique. Et donc bon bah quand ça sera finalisé, je vous enverrai le programme du colloque de Sciences Po sur IA et politique et vous verrez avec Dominique Lestel, on propose quelque chose là-dessus. Ce qui amène à alors disons j'étais pas favorable du tout, mais je veux dire par métier, par position professionnelle à la notion d'acceptabilité. Parce que la notion d'acceptabilité, ça a été le concept vendu dans les recherches éthiciennes sur les conséquences non scientifiques de la science et de la recherche scientifique, et ça a été le concept contre-productif. Parce que, en gros, quand on dit acceptabilité, on voit l'image d'une noix en train de se faire gaver. Faut le dire, hein, on va vous faire accepter tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment comme ça que les gens le comprennent dans le public. Donc, vraiment, dans une certaine phase, quand je suis optimiste, je parle d'adhésion. Et quand je suis pas optimiste, mais quand j'essaye de gérer, on va dire, avec lucidité, je parle de cette problématique du détachement et du rattachement et de la désaffection. Voilà, parce que il me semble que il y a certes des solutions et des innovations et des questions d'acceptabilité, mais le terme s'est tellement démonétisé que il y a alors à tel point que maintenant dans la novlangue de Bruxelles, hein, on parle de technologie de confiance. On parle plus d'acceptabilité, mais de technologie de confiance qui a un sens technique différent, hein, qui peut être plus précis, notamment pour tout ce qui relève du numérique, mais qui en règle générale, peut être compris aussi dans le langage commun comme des technologies auxquelles vous pouvez faire confiance. Voilà, parce qu'on joue toujours sur un double registre dans ce type de littérature. Et bah voilà, donc ma réaction, c'est sur acceptabilité. Je pense qu'on est vers une reconfiguration, et même si je partage, on va dire, ce qui guide votre question, je vais pas parier sur ce cheval-là en termes de notion, mais ça change pas au problème. Le problème, il est là. Donc vous avez raison de le souligner. On va terminer avec une question de Christophe. La famille.
Oui, ben merci beaucoup Vincent. Je me joins à l'ensemble des personnes participants précédents pour me féliciter sur la qualité de l'intervention, sa profondeur, les perspectives qu'elle ouvre. Alors j'avais une question assez opérationnelle. Je quitte la géopolitique. Vous mentionnez, enfin vous prévoyez une diffusion extrêmement large du concept de design fiction et le fait que tout ça risque de devenir un peu n'importe quoi. Oui. Justement, au regard de votre expérience, s'il y avait 3 facteurs clés de succès à une démarche de design fiction qui tiennent la route, hein. En tout cas, voilà, qui soit la plus performante et pertinente, quels seraient-ils? C'est difficile de répondre parce que il y a plein de critères de succès. Donc moi, je peux dire pourquoi j'ai élaboré la stratégie qui est la mienne. Mais je vais pas donner et je peux dire certaines des astuces que j'emploie, hein, évidemment, pour que ça marche. Mais je voudrais pas qu'on ait l'impression que je suis en train de dauber les gentils camarades qui font la même chose que moi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs et quand ils m'expliquent, ils m'ont l'air de savoir ce qu'ils font. Et deux, ils ont aussi des problèmes qui sont ils essayent d'attraper certains marchés, donc je peux comprendre. Il y a des gens qui sont sur l'université de la diversité, par exemple, et qui font des trucs super passionnants. Et ils ont eu une collaboration avec d'autres gens que je connais où ils ont sorti des archétypes d'entreprise du futur. Et j'ai trouvé le travail mais tip top. Mon seul problème était qu'il n'y avait qu'une seule entreprise, celle qui s'appelle Corbet, qui correspond aux requisites que j'ai moi pour qu'elle existe dans mon monde, hein, dans le monde d'après. Donc toutes les autres étaient plus ou moins ambivalentes, voire profondément dystopiques. D'accord. Donc c'est parce que j'ai observé et parce que je suis au contact d'étudiants et qu'avec des étudiants et des jeunes, on peut pas se permettre d'avoir des discours du style désabusé ou coup de poing, mais avec une lucidité acide, cynique. Après moi le déluge, de toute façon c'est foutu, mais je m'en fous parce que je vais mourir avant que ça arrive. Enfin, ce style de discours qui peut exister, ou discours effondriste, ou voilà, voire miné par l'extrême droite, hein, comme on le voit dans Yggdrasil ou dans des trucs comme ça. Donc il y a des moments où je suis obligé de créer des gros anticorps parce que je suis au contact d'un certain public et que ce que je veux enseigner, ça doit leur servir à la fois de protection, d'armes, de motivation, des choses comme ça. Donc cette responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, elle m'a amené à faire certains choix et à refuser des trucs effondristes ou dystopiques, voilà. La deuxième, c'est de toute façon, quand ce que j'ai vu dans la Red Team, ça marche pour faire des stress tests, ça ne marche pas pour engager des transformations, on va dire, vers des scénarios qui seraient bien plus les scénarios de la diplomatie, c'est-à-dire des scénarios de consensus, de négociation, d'arrangement, de sortie par le haut de crise, des choses comme ça. Ça ne marchait pas. Voilà. Et donc, pour finir, je dirais la troisième ambition, c'est des défixations dans l'imaginaire qui laissent tomber complètement l'idée d'anticipation ou de prospective pendant un moment et qui font une vraie défixation pour que les gens se remettent à penser librement avec des contraintes de design science-fiction néanmoins, c'est-à-dire il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'énergie gratuite, il y a des contraintes et des contraintes du réel qui reviennent, plouf. Mais en revanche, il y a des contraintes politiques qui disparaissent, il y a plein de choses qui sont évacuées grâce aux décisions. Et le but du jeu, le critère que moi j'adopte, c'est que on n'est pas simplement en train de faire quelque chose où à la fin on se dit ouais bon à l'arrivée le résultat c'est du développement personnel, ça leur a fait du bien ou ça leur servira plus tard dans leur carrière. Non, c'est arriver sur des choses où les gens qui sortent de là aient envie de transformer les relations dans l'entreprise. Et ça, c'est ce petit critère. Et pour finir, un truc qui est une observation factuelle, pas essentialiste, mais disons, la méthode embarque
même sous le mode d'être, disons, du parasite ou du je pique tout ce que j'ai pour faire ailleurs, mais disons, il y a des retours très très positifs de la part des acteurs femmes. Et chez les hommes, il y en a chez qui ça marche, hein, je ne suis pas essentialiste, mais juste pour dire, quand j'ai des bloqueurs, c'est une méthode qui fait naître des bloqueurs. Et c'est toujours des hommes, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Il y a toujours au moins un mâle dominant qui veut m'expliquer la vie, construire son territoire et dire que c'est pas possible, et dire c'est un peu plus compliqué que ça, jeune homme, à mon âge, voilà, alors que j'ai 50 berges, et qui fait ça. Et donc, c'est pas dans toutes les séances, mais souvent vous allez vous retrouver dans, c'est ça, il y aura un blocage, et ça sera toujours un bloqueur. Et mon seul conseil, c'est être deux et qu'il y en ait un qui l'emmène discuter pour ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis et qu'il fasse sortir de la pièce, quoi. Et qu'on puisse se remettre à bosser. Voilà. Bon. On arrive au bout de notre Agora du futur, donc il nous reste à remercier Vincent, hein. Je vous invite à lire son livre, Au nom de l'innovation. Je vous ai mis le lien dans le chat. Il y a des notions très intéressantes que j'ai apprises. Par exemple, une sorte d'oxymore, le progrès par la décroissance, hein, dont on a un peu parlé, qui devrait plaire, je pense, à nos amis de courant constructif. Et puis, j'ai appris un mot qui est le mot optatif, hein, des futurs optatifs, c'est-à-dire des futurs Optatif, mon ami. Optatif. optatifs, d'accord. Oui, Optatif, c'est un genre de conjugaison grecque qui est à la fois le conditionnel et l'impératif. voilà. Si je vous dis fais bon voyage, j'ai dit que je souhaitais que vous fassiez bon voyage, mais je dis pas que c'est possible. Et si je fais une phrase de conditionnel où il se pourrait que vous fassiez bon voyage parce que si jamais se produit ça, j'ai dit qu'il y avait une possibilité, mais j'ai rien dit sur le souhait, d'accord? Mais en grec ancien, on pouvait dire à la fois le souhait et la possibilité, ce qu'on rend en français par un usage solennel du subjonctif qui est puisses-tu faire bon voyage? Et donc, voilà, puissiez-vous faire bon voyage? Et vous appliquez ça au futur en disant c'est des futurs à la fois désirables et possibles. Exactement. L'innovation, et l'invention même surtout, chez Simondon, c'est défini comme étant quelque chose qui rejoint des structures virtuelles dans le réel, parce que sinon, voilà, ça n'aurait pas de réalité possible. Et deuxièmement, d'un point de vue du sujet, cette fois-ci, eh bien, il est dans une attitude tendue, qui est une attitude optative, c'est-à-dire qu'il a. Alors, quelqu'un a cité Aristote tout à l'heure. Chez Aristote, ce serait la proirésis dans l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire ça serait la résolution de faire quelque chose même quand on ne sait pas encore comment on va le faire. Et donc ça correspond aussi à ce genre de l'optatif qui dit je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire, et puis qui rencontre, ou pas, mais dans le meilleur des cas, qui rencontre des conditions favorables dans le monde. Le vaccin contre le virus X, je l'ai bien compris. Excusez-moi, Maurice? C'est le vaccin contre le virus X. Oui, mais je pense que Einstein, quand il écrit E égale MC2, il dit puisse E égale MC2. Oui. Alors, je me suis demandé si le fait de vouloir des futurs possibles n'était pas un peu restrictif par rapport au désirable. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Oui. Et le désir, et dans les possibles, il y a des non désirables, et dans les désirables, il y a des non possibles. Donc c'est bien pour ça qu'il faut l'optatif, parce que il vous faut les deux. Bon. Mais le design science-fiction amène autre chose, amène déjà de l'optatif, mais dans un optatif qui est peut-être hors de portée pour des raisons qui ne sont pas liées aux structures virtuelles de notre univers, mais qui sont liées au fait que les gens vont se faire la guerre et qu'on n'y arrivera pas ou qu'on va être battu, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à être optatif. Voilà. Bon. Merci, un grand merci Vincent, merci à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.